Vous avez ici un matériel didactique mathématique qui illustre, ou en tout cas qui essaye de rendre concret la base 10 sur laquelle nous nous appuyons. Alors ici, vous avez par exemple les unités qui sont en jaune, puis à côté, vous avez les dizaines qui sont en bleu, et ensuite, à côté, les centaines qui sont en rouge. Si bien que, comme le faisaient les bergers d'Afrique occidentale il y a quelques milliers d'années, qui utilisaient en fin de compte des coquillages de différentes couleurs pour symboliser les différentes puissances de 10, eh bien nous utilisons un boulier aussi de cette manière-là en classe pour symboliser aussi chacune des puissances de 10. Alors quand vous avez par exemple 10 perles jaunes, eh bien 10 perles jaunes est égal à une perle bleue. Donc vous remontez les perles jaunes et puis vous descendez une perle bleue. Puis quand vous avez 10 perles bleues, alors 10 perles bleues deviennent une perle rouge, c'est-à-dire une centaine. Ici, vous avez par exemple sur l'image qui est ici, vous avez une centaine, une dizaine et 3 unités. Donc vous avez 113. Et puis on recommence de la même manière quand on arrive aux milliers. Vous avez les unités de milliers qui sont en jaune, puis les dizaines de milliers qui sont en bleu, puis les centaines de milliers qui sont en rouge. Et on continue ensuite avec les millions, avec les unités de millions qui sont en jaune, puis vous avez les dizaines de millions qui sont en bleu et les centaines de millions qui sont en rouge, et ainsi de suite jusqu'au milliard. Alors, comment compter les Romains? Et sur quelle base s'appuyaient-ils? Alors pourquoi travailler sur les Romains, ou la base, ou la numération des Romains? Eh bien, c'est qu'elle est beaucoup utilisée en classe et elle peut être un levier ou un outil, en tout cas, de remédiation ou didactique pour mieux comprendre notre propre numération. Alors, faisons un petit tour par l'histoire. D'abord, qui va amener ensuite à comprendre pourquoi est-ce que les Romains ont été amenés à utiliser une symbolisation par bâton. Eh bien, c'est parce que dans les premiers temps, dans les civilisations les plus anciennes, 30 000 ans avant Jésus-Christ, donc on est quand même très très loin, les premiers bergers utilisaient surtout des os ou du bois pour faire des encoches avec un couteau ou une pierre. Et ces encoches, en fait, fonctionnaient par appariement, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, c'est-à-dire que, eh bien, à chaque fois qu'un animal passait, le berger passait son doigt sur une encoche, et à chaque encoche correspondait un animal. Donc, quand le berger partait pour faire pâturer les animaux, eh bien, un animal passait, une encoche. Un deuxième animal passait, une deuxième encoche. Et puis, quand on revenait à la ferme, eh bien, il suffisait de compter par appariement, savoir si on avait le même nombre d'encoches que d'animaux dans le troupeau. Ici encore un autre exemple de ces utilisations de bois ou d'os pour faire des encoches. Et là, on voit tout d'un coup, on voit que nous sommes en présence de nombreuses encoches et qu'il va bien falloir à un moment donné trouver une autre solution que d'avoir autant d'encoches réalisées sur un même bois pour compter le nombre de bêtes qu'il y a dans un troupeau. Ici aussi, magnifique, hein, regardez, vous avez ici un os avec une représentation d'un ovin sans doute, et puis ici des encoches sur le côté. Alors on voit aussi dans des manuels pour les élèves, comme ici la clé des maths, eh bien justement ces représentations anciennes, de cette manière ancienne de compter, compter entre guillemets encore une fois, puisque les bergers en question n'avaient pas de nom de nombre, il s'agissait bien simplement de faire de l'appariement, qui nécessite en définitive aucune compétence mathématique spécifique pour savoir qu'il y a autant d'encoches que d'animaux dans le troupeau. Donc on dit que ce sont des démarches pratiques, qui nécessitent encore une fois aucune compétence mathématique. Alors, progressivement, les Romains, alors je vais montrer plutôt cette diapositive-là, les Romains ont fini par trouver une symbolisation plus simple que d'avoir des tas d'encoches comme on l'a vu tout à l'heure sur la diapositive précédente. Si bien que progressivement, sur un même bâton, on va pouvoir trouver 1, 2, 3, 4 et arriver à 5, d'avoir une autre symbolisation du 5. Vous voyez ici, vous avez une espèce de V à l'envers. 5, ensuite 6, 7, 8, 9, puis ensuite ce que nous on appelle un X qui est le 10. Et ensuite 11, 12, 13 et ainsi de suite. Donc sur un même bâton, vous aviez
toute cette suite de symbolisation. C'est-à-dire que vous n'aviez pas, comme on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire pour représenter 10, d'écrire directement 10 comme on le voit ici. Donc là, vous avez un bâton qui est beaucoup plus ancien, mais vraiment beaucoup plus ancien, qui symbolise directement le 10 par une croix. Alors pourquoi les Romains ont fini par utiliser un V, ce que nous on appelle un V, et un X? Et bien tout simplement parce que le V était la symbolisation, la représentation de la main. Donc vous aviez ici, par exemple, vous voyez le V qui est ici. Donc c'est une symbolisation de main, tout simplement. Et le X, eh ben, c'est simplement la symbolisation de deux mains. Voilà, donc vous aviez une main, deux mains, et donc 10 doigts. Sachez simplement, pour faire le rapport avec le début de l'intervention, que si les hommes, à cette époque-là, ont senti l'obligation de représenter le 5 différemment, c'est bien parce que nous avons une limite perceptive du nombre d'éléments. Effectivement, regardez, vous avez un élément, deux éléments, trois éléments, quatre éléments, et à partir du cinquième, puisqu'on n'arrive plus à percevoir d'un seul coup d'œil au-delà de 4 éléments, eh bien, on représente, on symbolise différemment le 5. Et ainsi de suite, vous avez bien 4 éléments, vous n'en avez pas 5, et arrivé au 10e élément, eh bien vous avez une autre symbolisation parce que l'œil ne serait pas capable d'un seul coup d'œil de percevoir 5 éléments, ou en tout cas, ça induirait de nombreuses erreurs. Donc, vous voyez que notre limite perceptive a des conséquences sur la manière dont on représente les nombres. Alors chez les Sumériens, on a une autre numération, une autre base, si vous voulez, qui s'appuie sur une base 60. Alors il y a plusieurs hypothèses sur cette base qui est une base unique au monde, à la fois dans le temps et dans l'espace, puisqu'il n'y a eu qu'une seule civilisation qui a adopté ce genre de base, qui a eu des conséquences très importantes sur le reste de l'humanité, puisque nous avons gardé cette base pour compter les heures, le temps, et puis pour diviser par exemple un cercle en par exemple 360 degrés. Alors ici, les Sumériens, donc on est à peu près, vous voyez, entre 3200 et 3100 avant Jésus-Christ, hein. Les Sumériens utilisaient des petits cailloux, vous voyez ici, hein, des petits cailloux qu'ils ont fini par symboliser ensuite, par représenter, et chaque caillou représentait une base 60 en définitive. Voilà. Alors, petite parenthèse, simplement pour vous dire que calcul, le mot calcul, calculi, en latin, signifie caillou. Alors, c'est pas par hasard, hein, c'est bien parce que, au départ, les cailloux ont servi, effectivement, à compter. Ce n'est pas étranger non plus au calcul que l'on a dans les reins et qu'on doit se faire enlever quelquefois. Voilà. Je passe sur les Sumériens, et simplement maintenant pour... vous dire aussi, non, je finis quand même sur cette base 60, simplement pour vous dire que sans doute cette base 60 a été créée à partir de la collusion de deux peuples qui comptaient de deux manières différentes. L'une en base 5 sans doute et l'autre en base 12. Alors on va voir la base 12 tout à l'heure, mais je peux déjà vous dévoiler quelques stratégies. En définitive, la base 12 se faisait avec le pouce et on comptait les phalanges des autres doigts. Donc on faisait 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc le pouce était celui qui comptait les 12 phalanges des doigts qui étaient ici. Une fois qu'on était arrivé à 12, eh bien, nous avions une douzaine. Puis on recommençait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, deux douzaines. Et ainsi de suite pour arriver jusqu'à 60. Voilà, donc c'est une hypothèse de la raison pour laquelle ce peuple a fini par compter en base 60. Alors chez les Mayas, ce qui est intéressant, et c'est pourquoi je vous le montre, les Mayas ont une base 5 intermédiaire, un petit peu comme les Romains tout à l'heure, ils ont bien une base 5 intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils ont un signe distinctif à partir de 5. Et bien là encore, regardez, chez les Mayas, aussi à cause de cette limite perceptive dont je vous parle, eh bien, à partir de 4 éléments, 1, 2, 3, 4, eh bien, après 4, on utilise un autre symbole pour utiliser 5, pour en tout cas représenter 5. Donc on a 1, 2, 3, 4. Là aussi, limite perceptive, il faut bien montrer autrement 5 parce que sinon ça induit beaucoup d'erreurs. Et par conséquent, on fait une barre. Ensuite, une barre 1, une barre 2, une barre 3, une barre 4. Donc 6, 7, 8, 9. Et là, à partir de 9, eh bien, on passe à une base 10. C'est-à-dire qu'on fait 2 éléments, 2 fois 5. Puis ensuite, on passe à 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4,
Et à 10,5, eh bien, on représente encore un bâton. 15,1, 15,2, 15,3, 15,4. Et là, ensuite, on représente 20. Donc, on ne le voit pas ici, mais on va représenter 20 ensuite d'une autre manière. Donc, les mayas avaient une base 5 intermédiaire et une base totale, une base 20. C'est-à-dire qu'ils comptaient de 20 en 20. Nous aussi, on a compté de 20 en 20 d'ailleurs, et puis on en a des traces dans notre numération. Alors ça pourrait être une calamité quand on y pense, quand il faut apprendre aux enfants à compter 81, 82, etc. Mais en définitive, ce sera aussi un bon support, on le verra peut-être dans d'autres vidéos, pour par exemple apprendre la soustraction. Mais c'est une autre histoire. Mais sachez simplement que le 80 est bien une trace d'une manière que nous avions de compter en France. Voilà. Donc en France, nous avions de manière concomitante une base 20, une base 12 avec les douzaines d'œufs, les douzaines d'huîtres, etc. Et nous avions aussi la base 10. Et puis la Révolution française est passée par là pour uniformiser toutes ces bases en base 10. Un petit détour par un manuel de mathématiques, tous en maths, de CE1, dans lequel on voit d'abord que l'on éduque les enfants, ou qu'en tout cas on apprend aux enfants que d'autres peuples compter différemment, donc c'est très intéressant, vous voyez, de s'appuyer sur d'autres bases ou d'autres manières de compter pour que les enfants puissent s'approprier leur propre numération. Donc ici, il y a deux personnages, une personnage Maya et puis Léo, et puis le but du jeu, c'est de transformer la numération de la petite Maya en numération en base 10. Et puis, ici, je trouvais intéressant aussi de vous montrer le matériel de Rémi Brissot, Pigby, qui, si on regarde bien, s'appuie pleinement et complètement sur la base 20 des Mayas. Vous voyez que ici on met 1, 2, 3, 4, 5 éléments, et quand on a mis 5 éléments, on ferme la boîte, et regardez, ça fait comme un petit bâton, comme la base 5 intermédiaire des Mayas, un petit bâton, et les enfants sont obligés de se représenter abstraitement le nombre de petits jetons qu'il y a dans la boîte. Donc ici il y a 5, plus 1, plus 2, plus 3, 3 petits points. Puis ensuite, une fois qu'on arrive à 5, on ferme la boîte, ici, comme ici. Donc l'enfant est obligé de s'imaginer 5, 5, c'est-à-dire 10, et encore 5, exactement comme la base Maya. C'est un outil didactique qui est très utilisé dans les écoles et qui marche très très bien. Alors, chez les Égyptiens, pourquoi passer par la numération égyptienne? Eh bien parce que d'abord, elle est très prisée dans les manuels scolaires. On l'utilise énormément et c'est pas par hasard qu'on utilise cette numération en classe. Alors d'abord, la numération égyptienne, son étude permet de révéler, par comparaison, le fonctionnement de quelques-unes des caractéristiques de notre système de numération. Comme par exemple la base décimale, puisque, comme nous, la numération égyptienne est une base décimale avec des puissances de 10, 1, 10, 100, 1000, 10 000, et à chaque puissance de 10, nous avons une représentation différente. La base décimale, le problème du positionnement des chiffres aussi, puisque avec la numération égyptienne, peu importe là où vous positionnez les éléments, puisque ce sont les représentations, les symboles qui indiquent la puissance de 10. Et elle permet aussi de s'approprier beaucoup plus facilement la décomposition canonique. C'est-à-dire que si vous avez par exemple trois escargots, ce que je vais appeler des escargots, 3 escargots, eh bien ce sont 3 centaines. Ce qui est beaucoup plus facile à comprendre pour les enfants que de se représenter 3 dans la 3e colonne et de dire que le chiffre 3 dans la 3e colonne représente 3 centaines. Donc elle permet à des enfants de mieux comprendre comment fonctionne notre système de numération, parce qu'elles sont toutes les deux en base 10, parce que la numération égyptienne est plus facilement manipulable pour les enfants, et parce que la position des symboles importe guère. Et ça, c'est très important. Alors remarquons simplement, et ça ce sont des questions qui ont été posées déjà à des concours, remarquons que les Égyptiens n'ont qu'un seul symbole, qu'on pourrait appeler chiffre, pour les 9 premiers nombres. Vous voyez que pour les 9 premiers nombres, eh bien, les Égyptiens utilisaient ou répétaient plusieurs fois le bâton. Alors que nous, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que pour les 9 premiers nombres, on a des symboles complètement différents. Et puis un symbole nouveau pour chacune des puissances de 10. Alors que nous, pas du tout. À chaque puissance de 10, on réutilise, en fin de compte, les chiffres, les premiers chiffres, les 10 premiers chiffres. Alors, ça, vous verrez ça sur la plateforme si vous voulez. Simplement vous montrer encore une fois que dans certains manuels, eh bien, on utilise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
la numération égyptienne pour amener les enfants à s'approprier leur propre numération. Et puis, peut-être faire un petit point de vocabulaire ici, parce que vous avez vu que j'ai utilisé les termes chiffres et nombres. Alors, il faut qu'on soit très clair sur ces deux termes très précis, qu'il faut que vous utilisiez vraiment avec beaucoup de précision, à la fois lors du concours, mais aussi quand vous accompagnez les enfants pour construire l'idée de numération. Alors, les chiffres, qu'est-ce que c'est? Les chiffres, tout à l'heure, vous voyez, j'ai utilisé les mots chiffres ou symboles pour parler de la manière dont les Égyptiens représentaient les différentes puissances de 10. Eh bien, les chiffres, c'est ça, ce sont les symboles qui vont être utilisés dans une numération. Donc, nous, on a les symboles 1, comme ça, que je nomme 1, comme ça, 2, 3, etc. Donc, ce sont bien des symboles. Les nombres, eh bien, c'est ce qui va représenter soit une quantité, soit une suite de 1, qui n'est pas forcément une quantité. C'est un petit peu compliqué, mais simplement pour vous dire que un chiffre, d'abord, peut être un nombre. Un nombre peut être composé de plusieurs chiffres, comme par exemple 134, c'est un nombre qui est composé de 3 chiffres, mais un nombre peut être composé aussi de un chiffre, par exemple 5 chèvres. Dans ces cas-là, 5, effectivement, c'est un nombre qui est représenté par le signe, par le chiffre 5. Voilà. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'un nombre n'est pas forcément une quantité. Par exemple, quand les constantes, par exemple, ne sont pas des quantités, ce sont des nombres, tout simplement. Pi n'est pas une quantité, c'est un nombre. Quand vous faites, par exemple, de la proportionnalité et que vous avez un coefficient de proportionnalité, ce coefficient de proportionnalité n'est pas une quantité de rien, c'est un nombre, simplement. Alors ici, je vous montre simplement le matériel rapidement de Maria Montessori, qui justement permet, exactement comme la numération égyptienne, de rendre concret la base 10 que nous utilisons. Donc vous avez ici des unités simples. Ici vous avez des barres de 10, qui sont ces barres de 10 constituées de 10 petites unités. Ce sont des barres. Et puis ici vous avez des plaques de centaines, qui sont représentées par 10 dizaines. Vous voyez, vous avez ici une dizaine qui est sur la plaque des une centaine. Et ici, vous avez un cube qui est le cube des 1000, des unités de 1000. Ces unités de 1000, en fait, sont constituées de 10 plaques de centaines. Voilà, vous voyez que là aussi, quelle que soit la disposition où vous mettez ce matériel, ça n'a strictement aucune importance. Mais évidemment, nous allons apprendre aux enfants à les mettre dans un ordre précis, bien entendu. Mais comme la numération égyptienne, encore une fois, ça permet de bien se représenter les différentes puissances. Un autre petit point de vocabulaire qui me semble important et que je compte mettre ici, il s'agit de distinguer le calcul mental du calcul réfléchi, du calcul instrumenté. Alors, d'abord, le calcul instrumenté, c'est le plus simple, c'est celui que l'on va faire à l'aide d'une machine, donc une calculatrice par exemple, ou des bouliers aussi par exemple. Vous avez ensuite le calcul mental. Alors, le calcul mental, c'est tout calcul qui se fait effectivement dans la tête, mentalement, c'est-à-dire que vous ne passez par aucun écrit. Et puis, vous avez le calcul réfléchi. Alors, le calcul réfléchi, qui peut être écrit ou mental, c'est un calcul qui nécessite, en définitive, de passer par une stratégie de calcul. Par exemple, si vous faites 7 plus 5, que nous avons vu tout à l'heure, eh bien, vous pouvez soit dire le résultat directement, 12, ou bien dire que 7 plus 5, c'est 5 plus 5 plus 2. Auquel cas, vous aurez demandé aux enfants de faire un calcul réfléchi mentalement. Vous pouvez faire aussi un calcul réfléchi écrit, et auquel cas, l'enfant écrira que 7 plus 5, c'est 5 plus 5 plus 2. Donc, on a bien un calcul réfléchi écrit. Voilà, pour distinguer les différents types de calculs. Et enfin, donc pour votre culture générale, mais aussi parce que ce sont des éléments qui peuvent être repris dans les manuels, savoir d'où viennent les chiffres que nous utilisons aujourd'hui. Alors si vous tapez sur Internet d'où viennent les chiffres arabes, eh bien vous allez trouver un tas de fantaisies, au moins sur les 2 premières pages de Google. Alors, ces tas de fantaisies que vous avez ici, par exemple, la première hypothèse, c'est que les nombres, en tout cas les chiffres, pardon, ont été inventés à partir du nombre d'angles que ces chiffres avaient. Alors, c'est complètement fantaisiste et tout cela est évidemment faux. Mais à partir du 18e, 19e siècle, on a cherché à savoir d'où venaient les chiffres et comment ils ont été créés, et ça faisait partie des hypothèses. Une deuxième hypothèse, c'est le nombre de traits qu'on utilise pour faire les chiffres.
Alors je souris parce que quand je sais la raison pour laquelle, ou comment en tout cas les chiffres ont été créés, on voit que c'est assez risible en définitive. Donc ici vous avez un trait donc pour 1, ici vous avez 2 traits. Bon, alors évidemment le petit pointillé là on ne savait pas trop comment faire. Ici 3 traits pour le 3 et ainsi de suite. Donc le nombre de traits était constitué en fin de compte le chiffre. Et puis une autre explication fantaisiste, c'était le nombre de petits points qu'on pouvait mettre sur les représentations chiffrées. Alors tout cela est archi faux. Alors d'abord, ce qui est vrai d'abord, c'est qu'on dit que ce sont des chiffres arabes, mais ce ne sont pas les Arabes qui ont inventé les chiffres, ce sont les Indiens d'Inde. Alors ils les ont inventés autour entre le 6e et le 9e siècle après Jésus-Christ, donc très tard dans l'histoire de l'humanité en définitive. Et quand les Arabes ont envahi une partie de l'Inde, lors de la grande civilisation arabe à partir du 7e siècle et jusqu'au 14-15e siècle, eh bien les Arabes ont pris la manière dont les Indiens ont compté et l'ont diffusée partout sur leur territoire. Si bien qu'on a cru à un moment donné que c'était les Arabes qui avaient inventé ces chiffres, alors que pas du tout, ce sont les Indiens qui l'ont inventé. Alors comment ça fonctionne ou comment ça a été créé? Ça a été très long d'abord, puisque vous avez vu que ces chiffres ont été adoptés sur des siècles et puis ensuite sur des territoires très éloignés. Donc les chiffres ont évolué différemment. Donc ici vous avez le 1 en sanskrit, donc le sanskrit, une des écritures utilisées en Inde, et ce 1 en sanskrit, eh bien vous voyez, a évolué dans les pays arabes, dans les pays européens, en javanais, etc., ont évolué en bengali aussi, ont évolué de manière complètement différente et ont fini par donner, en tout cas, le 1 moderne ici, mais aussi d'autres 1 dans d'autres civilisations. Ici, le 2, eh bien, c'était 2 traits, très logique par rapport à tout ce qu'on a pu voir chez les Égyptiens, les Romains, sauf que ces 2 traits, progressivement, vous voyez aussi, ont évolué pour devenir le 2 que vous voyez ici. Ici aussi, en bengali, c'est devenu un 2 comme nous, on l'utilise. Les Arabes ont un autre 2 qui lui aussi vient au départ de ces 2 traits. Alors ici, on passe au 4. Regardez, le 4 au départ était une croix, et ce 4 a évolué aussi pour devenir le nôtre ici en Europe, puis partout dans le monde. Voilà, ici vous avez le 5. Alors voilà le 5 originaire, voilà, et puis voilà comment est-ce qu'il a évolué. Ensuite vous avez le 7, voilà le 7 d'origine en sanskrit, puis ensuite son évolution dans le temps et dans l'espace. Et puis vous avez le 8, effectivement, alors c'est très étonnant, regardez, puisque le 8 est une représentation que nous on connaît bien, parce qu'on a l'impression que c'est un 5, voire même ici un 4, et puis progressivement ça a évolué pour devenir le 8 que nous connaissons. Là, regardez, dans un manuel tous en maths de CE1, là encore, on enseigne les enfants, on éduque les enfants, on les instruit sur la manière dont les Indiens utilisaient les chiffres, comment est-ce qu'en Italie on les utilise, et comment est-ce qu'en Espagne on les utilise, et ainsi de suite, pour montrer qu'il y a une généalogie commune de tous ces chiffres que nous appelons des chiffres arabes, qui sont en fait des chiffres indiens. Et enfin, pour terminer, simplement signalons l'apparition du 0, qui est une révolution intellectuelle en définitive, puisque ce 0 a été inventé à peu près autour du 9e siècle après Jésus-Christ. Alors pourquoi c'est une révolution? Eh bien parce qu'il nous a permis de créer une numération de positions, positionnelle. Alors une numération positionnelle, c'est quoi? C'est dire, eh bien un 3 qui est en 3e position, c'est pas un 3, c'est 300. Un 2 qui est en 2e position, c'est pas un 2, c'est 20. Mais alors le problème, c'était comment faire quand on voulait par exemple signifier 302. Alors comment signifier qu'il n'y avait pas de dizaines? Alors soit on mettait rien, mais auquel cas, eh bien on lisait 32 et pas 302. Soit, eh bien il fallait inventer un nouveau signe. Eh bien ce signe a été inventé aussi par les Arabes, et toute cette numération que nous connaissons aujourd'hui, qui s'appelle une numération décimale positionnelle, eh bien, a été inventée par les Arabes grâce à cette construction du 0, 9 siècles environ après Jésus-Christ. Donc quelque chose d'extrêmement moderne en définitive, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que cette numération décimale de position a été utilisée en Europe, et en particulier en France, qu'à partir du XVIe siècle. C'est-à-dire qu'avant, on utilisait la numération romaine pour compter. Vous voyez un petit peu le retard que l'Europe avait concernant l'appropriation de cette numération révolutionnaire. Eh bien voilà, merci. Le cours sur l'histoire des chiffres et des nombres est terminé.